va pouvoir commencer. Là, je vois que ça s'est stabilisé. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui est consacré à la prévention du bruit au travail. Donc, ce webinaire va durer un peu plus d'1 heure. Donc, on a prévu 1 heure de présentation et ensuite 15 minutes pour un temps dédié aux questions-réponses. Alors, ce webinaire vous est proposé par le réseau Présence PACA Corse. Le réseau Présence PACA Corse, c'est un réseau qui regroupe 17 services de santé et de prévention au travail de PACA et de Corse. Et aujourd'hui, ce webinaire va vous être présenté par les services de l'AISMT 13, la METRA 06, Audalia, qui est l'ancien AIST 83, et Santé au Travail Provence. Pour information, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet Q&R. Donc l'onglet Q&R se situe en haut ou en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions, mais on prendra le temps d'y répondre uniquement à la fin du webinaire, pendant le temps dédié aux questions-réponses. Et enfin, avant de commencer encore, vous retrouverez le support de présentation ainsi que le replay de ce webinaire sur le site du réseau présence-pacacorse.org d'ici quelques jours. Allez, je vais laisser les intervenants se présenter. Bonjour, donc, je suis Thomas Wart, je suis intervenant en prévention des risques professionnels au service Santé au Travail Provence, qui est situé à Aix-en-Provence. Bonjour, Véronique Lyons, intervenante en prévention des risques professionnels à Audalia, anciennement AIST 83. Bonjour, Fabrice Palma, je suis ingénieur prévention à la METRA 06 dans les Alpes-Maritimes. Bonjour à tous, Nathalie Ramous, je suis intervenante en prévention des risques à l'AISMT 13 sur Marseille. Merci à tous. Et donc, au niveau du programme de ce webinaire, on va voir donc les différents points suivants: définition caractéristique du bruit, les effets sur la santé et les conséquences, tout ce qui est substances autotoxiques, les moyens de prévention, la réglementation et les méthodologies d'intervention qu'on peut avoir en santé au travail. Et ensuite, on va vous présenter quelques exemples d'intervention sur le secteur industriel et le secteur tertiaire. Et enfin, on finira donc par le temps dédié aux questions-réponses. Allez, pour commencer sur la partie définition, je vais donner la parole à Véronique. Merci Agnès. Oui, donc avant de parler bruit, il va falloir quand même se pencher un peu sur les définitions et les caractéristiques. Alors tout d'abord, je vais vous présenter quelques chiffres. Notamment, c'est un salarié sur 5 en France qui déclare ne pas pouvoir entendre une personne qui lui parle. C'est aussi 27% des salariés qui sont considérés comme exposés à des bruits excessifs. On a plus de 700 surdités professionnelles qui sont reconnues chaque année. C'est la 5e cause de maladie professionnelle en France. Et le coût moyen d'une surdité professionnelle est d'environ 100 000 euros. Alors, quand on parle de bruit, de quoi on parle? Le bruit, c'est une vibration de l'air qui se propage. On parle de son quand c'est une sensation agréable, comme la musique, le chant des oiseaux. Mais on parle de bruit quand cette sensation est désagréable. Alors, cette sensation, elle est d'autant plus gênante quand le bruit est intense, long ou aigu ou impulsif. Il faut savoir que le bruit, il n'est pas volontaire, il est toujours le résultat d'une activité. Maintenant, penchons-nous un peu sur les caractéristiques du bruit. Donc, le bruit, la première caractéristique sur laquelle on va s'intéresser, c'est son intensité. Elle se mesure en décibels. Et en santé au travail, on utilise 2 pondérations, le décibel A et le décibel C. Le décibel A, c'est une pondération qui est en fait un filtre qui reproduit le comportement de l'oreille normale moyenne pour des intensités perçues identiques à celles de 40 décibels à 1 kHz. La pondération C, c'est le filtre qui correspond au comportement de l'oreille humaine pour des intensités sonores plus élevées et des bruits impulsionnels. C'est le cas, on va dire, du coup de marteau. Vous allez voir que c'est important de parler de décibel A et de décibel C, puisqu'on va le retrouver dans la réglementation. Vous avez ici une échelle qui permet de définir un peu les niveaux de bruit, donc pour différentes activités. Donc, une conversation normale, générale, on est dans les 60 décibels. Une voiture, un aspirateur, donc ça commence à devenir pénible et ça peut même être nocif pour des niveaux à 75 décibels A.
Quand on arrive à des niveaux de 90 décibels, on est dans des niveaux difficilement supportables. C'est le cas très souvent des appareils de bricolage, à voix de chien. Une chaîne Hi-Fi, un lecteur MP3, on peut diffuser de la musique jusqu'à hauteur de 100 décibels. Et enfin, on atteint le seuil de la douleur, c'est-à-dire que là, à ces niveaux d'exposition-là, le bruit devient douloureux, c'est-à-dire qu'on a mal à l'oreille. Et c'est le cas des voitures de course et également des avions au décollage quand on se trouve à proximité. Autre caractéristique du bruit importante, c'est la fréquence. La fréquence, elle se mesure en hertz. Donc, je vous rappelle que le bruit, c'est une vibration. Et selon la variation, si elle est lente, on est sur des fréquences faibles. Et c'est ce qui caractérise les sons graves. Quand la variation est plus rapide, on parle de fréquence élevée et ce correspond au son aigu. Donc, dans la partie basse de la diapositive, vous voyez une échelle qui vous permet de caractériser le domaine de l'auditivité. C'est-à-dire que l'être humain entend tous les sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. En deçà de 20 Hz, on parle d'infrasons, ils sont inaudibles pour l'être humain. Au-delà de 20 000 Hz, on parle d'ultrasons, ils sont également inaudibles pour l'être humain. Les sons graves correspondent à la gamme de fréquences de 20 Hz à 200 Hz. Les sons médiums vont de 200 Hz à 2000 Hz. Et enfin, les sons aigus vont de 2000 Hz à 20 000 Hz. Maintenant, nous allons parler d'addition des bruits. Il faut savoir que le bruit, ce n'est pas, quand on le mesure, ce n'est pas selon une échelle linéaire ou arithmétique, mais c'est une échelle logarithmique. Et du coup, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Dans l'exemple, dans la partie gauche de la diapo, vous voyez qu'on a un opérateur avec un marteau-piqueur. On considère qu'il met un niveau de bruit de 80 décibels. À chaque fois qu'on va doubler, on va augmenter seulement de 3 décibels. Alors, bien entendu, cette règle n'est valable que pour les sources de bruit qui ont le même niveau sonore. Nous allons maintenant voir un peu comment on entend et faire un peu de physiologie. L'oreille est composée de 3 parties. La première étape, c'est le son. Donc, je vous rappelle que c'est une vibration qui arrive dans le conduit auditif, qui va faire vibrer le tympan. Ce tympan vibrant va faire vibrer la chaîne des osselets, donc le marteau, l'enculume et l'étrier. Et à partir de là, nous allons passer dans ce qu'on appelle l'oreille interne, qui est un milieu liquide. Et le siège de l'audition se trouve dans la cochlée, c'est la partie escargot que vous voyez dans la partie basse du schéma, qui est tapissée à l'intérieur de cellules ciliées. Donc, ces cellules baignent dans un milieu liquide et c'est ces cellules qui vont vibrer, puis, par l'intermédiaire du nerf auditif, transmettre l'information du son vers le cerveau. Nous allons maintenant voir quels sont les effets sur la santé, mais également les conséquences. Alors, les premiers effets sur la santé, ceux auxquels on pense en premier, ce sont les effets sur l'audition. Donc, on a 3 étapes. La première, c'est une fatigue auditive. C'est le cas du concert auquel on assiste un soir. On rentre à la maison, on a les oreilles qui bourdonnent. Les cellules sont fatiguées. Donc, on reprend les petites cellules ciliées qui sont dans la cochlée. Mais après une bonne nuit de sommeil, ces cellules se reposent et récupèrent. Et on retrouve la même audition qu'on avait auparavant. La deuxième étape, dans les faits, c'est la perte auditive. Ces cellules, à force d'être sollicitées quotidiennement à des niveaux de bruit importants, elles vont se fatiguer et mourir. Et vous les retrouvez donc sur le schéma à droite.
vous voyez la coquille, le petit escargot, et à l'intérieur les cellules. Et vous voyez que ces cellules sont détruites. Du coup, la vibration n'est plus transformée en signal électrique, n'est plus transmise au cerveau. C'est ainsi qu'on arrive sur la surdité. La surdité étant une maladie professionnelle reconnue au titre du tableau numéro 42. C'est la pathologie la plus fréquente après les troubles musculo-squelettiques. Alors, il faut savoir que nous avons 16 000 cellules ciliées environ dans nos oreilles. Le fait de les solliciter de façon trop intense ou trop longtemps fait que nous arrivons à une destruction progressive de ces cellules, puis irrémédiable. Sur le graphe que vous voyez, la partie gauche, c'est un audiogramme, c'est-à-dire un examen médical qui permet de caractériser l'atteinte auditive, savoir à quel niveau de perte auditive on se trouve. Donc, différents graphes, vous voyez sur cet audiogramme, différentes courbes. La courbe violette reproduit en fait le stade de la fatigue auditive. Donc ça, je vous ai dit qu'on s'en remettait. Puis vous avez le stade 1. Vous voyez que on commence à avoir un creusement sur la fréquence des 4000 Hz. C'est le cas du sujet qui ne se rend pas encore compte de sa perte d'audition, car les fréquences de la parole sont très peu touchées. Les fréquences de la parole sont représentées par la partie bleue sur l'audiogramme. Quand on arrive sur une surdité de stade 2, les fréquences aiguës de la conversation sont touchées, et là, le sujet devient dur d'oreille. Il ne comprend plus distinctement ce qui se dit. Et puis, nous avons le stade 3 où la surdité est profonde et irréversible. Pour une déclaration de maladie professionnelle, telle qu'elle est définie dans le tableau numéro 42, il faut que le déficit moyen soit supérieur ou égal à 35 décibels sur la meilleure oreille. Alors, comment on calcule le déficit moyen? On prend 4 fréquences qui sont définies. Pour chaque fréquence, on regarde quelle est la perte auditive, on en fait la moyenne. Et si on est au-delà de 35 décibels sur la meilleure oreille, on est potentiellement candidat à une déclaration de maladie professionnelle. On a vu les effets donc sur l'audition, mais le bruit a aussi des effets qu'on appelle extra-auditifs. Alors, les effets neuropsychiques et cognitifs, comme les céphalées, c'est-à-dire les maux de tête. Le bruit est responsable d'irritabilité, d'anxiété, de troubles de l'humeur, de troubles de la concentration, de la mémoire. C'est aussi un perturbateur de sommeil. Le bruit a aussi des effets cardiovasculaires avec des modifications du rythme cardiaque, des augmentations de la fréquence cardiaque et ou de la pression artérielle. Et on observe très fréquemment le phénomène de vasoconstriction. Il y a également les effets visuels avec une vision nocturne perturbée, des difficultés d'apprécier les profondeurs, les contrastes, une dilatation pupillaire. Alors, c'est d'autant plus gênant pour des postes qui travailleraient de nuit. Et puis, on a également les effets hormonaux avec des élévations des corticoïdes, des catécholamines et aussi une tendance à l'hypoglycémie. Alors, les conséquences, au travail, de travailler dans un environnement bruyant, c'est de risque de ne pas entendre des signaux d'alerte, avec les conséquences que ça peut avoir, c'est-à-dire un accident de travail. Je pense notamment aux conducteurs de chariots. C'est aussi un risque d'altération de la qualité et de la quantité du travail effectué. Le fait de travailler dans un environnement bruyant augmente la charge mentale et du coup augmente également les erreurs et les conduites opératoires erronées. On a des difficultés à se concentrer, on est plus facilement fatigué, on est gêné. Et puis, ça pose des difficultés dans les relations interpersonnelles, puisque le bruit perturbe la communication, peut être à l'origine de conflits entre salariés et voire même d'isolement. Là, on va parler de risques psychosociaux. Mais il y a aussi les conséquences dans la vie sociale et familiale, avec des difficultés relationnelles, des comportements difficiles, on devient plus agressif et puis on est exposé à un isolement par la surdité.
Je vais passer maintenant la parole à Nathalie, qui va nous présenter les conséquences du bruit et puis l'articulation entre bruit et substances ototoxiques. Merci Véronique. Donc avec le bruit et les substances ototoxiques, nous allons rentrer dans le domaine de la polyexposition. Alors, même si le bruit reste la nuisance la plus importante pour l'audition, l'exposition à certaines substances chimiques peut altérer l'oreille interne des salariés. Donc ces substances sont dites ototoxiques car elles potentialisent les effets du bruit et elles peuvent augmenter les risques d'atteinte auditive au travail. Donc en résumé, qu'est-ce qu'une substance ototoxique? C'est une substance chimique toxique pour les structures de l'oreille interne, que ce soit celle de la cochlée, du vestibule ou des deux organes. Dans quel cadre peut-on rencontrer ces substances? Alors, dans le contexte d'exposition professionnelle, c'est-à-dire si les salariés sont en contact avec des solvants organiques, des métaux lourds, des gaz asphyxiants par exemple, mais aussi lors de traitements médicamenteux. Donc, hors cadre professionnel, il faut savoir qu'il y a plus de 200 médicaments qui sont considérés comme ototoxiques, que l'on parle de médicaments en vente libre ou de médicaments prescrits sous ordonnance. Il existe plusieurs mécanismes d'action qui sont liés à deux voies de circulation principales. C'est-à-dire que certaines substances pourront présenter un caractère lipophile, donc elles circuleront très facilement dans toutes les couches graisseuses de l'organisme, notamment les membranes cellulaires qui sont phospholipidiques. Par ce biais, par cette circulation, en fait, les substances pénétreront très facilement dans les cellules ciliées pour entraîner des phénomènes d'apoptose de mort cellulaire. Autre possibilité, ces substances pourront être avec des propriétés hydrophiles, donc circuler très facilement dans les milieux aqueux, et notamment dans l'odolymphe et la périlymphe, qui sont des liquides présents dans la cochlée, que Véronique vous a présenté tout à l'heure. La présence de ces substances dans l'endolymphe et la périlymphe va entraîner des phénomènes de déséquilibre ionique qui, à terme, vont empoisonner les cellules ciliées. Donc, tous ces mécanismes vont avoir plusieurs types de conséquences. Premier type de conséquence, on pourra observer une altération réversible des structures de l'oreille interne. Et malheureusement, on pourra aussi observer une altération irréversible qui pourra se manifester par des pertes auditives, des acouphènes et ou des vertiges. Alors, le tableau suivant vous présente quelques exemples de substances ototoxiques que l'on peut retrouver donc, dans le cadre professionnel, mais aussi dans le cadre de traitements médicamenteux. Donc, on peut souligner notamment dans la famille des solvants aromatiques le styrène, donc qui est une substance ototoxique que l'on peut retrouver dans la fabrication du polystyrène, des polyesters thermodissicants, dans le secteur du nautisme par exemple, la fabrication des éoliennes. Dans tout ce qui est dégraissage industriel, nettoyage à sec, fabrication électronique, on peut retrouver du trichloroéthylène, qui là générera des atteintes neurotoxiques intracochléaires par exemple. Sur certaines peintures ou dans la fabrication du verre, on peut encore retrouver du plomb qui, lui, potentialise les effets nocifs du bruit. Et puis, dans les gaz d'échappement, on retrouve du monoxyde de carbone, qui est aussi une substance ototoxique et donc qui peut potentialiser les traumatismes sonores. Vous voyez que dans les médicaments, on a plusieurs familles aussi de médicaments qui sont considérés comme ototoxiques, notamment chez les antibiotiques, que l'on peut prendre dans le traitement pour les méningites, les infections urinaires sévères. La gentamicide est considérée comme ototoxique. Dans le cadre de chimiothérapie, les anticancéreux qui possèdent du platine potentialisent les effets nocifs du bruit, donc sont aussi ototoxiques. On peut en retrouver dans les diurétiques de l'anse aussi, donc tout ce qui est traitement pour insuffisance cardiaque, hypertension artérielle ou insuffisance rénale. Et enfin, dans la famille des antalgiques, la prise de médicaments comme le Nurofen ou l'Advil peut avoir des effets effectivement d'hypoacousie ou d'acouphènes réversibles de par la présence d'ibuprofène. Donc après ces informations peu réjouissantes, nous allons voir qu'il est quand même possible d'agir et de se protéger de ces risques. Donc Véronique va nous présenter les moyens de prévention. Merci Nathalie de me redonner la parole. Alors, en prévention, la première chose dont on va parler, c'est les 9 principes généraux de prévention.
que vous retrouvez dans le Code du travail, c'est l'article L4121-2, qui définit les principes de prévention qu'il faut appliquer dans la prévention des risques professionnels et dans l'ordre tel qu'il est défini sur la diapositive. C'est-à-dire qu'on va d'abord étudier la prévention sous l'aspect éviter, c'est-à-dire supprimer les risques. Donc, on va voir si on peut supprimer le risque. Et puis, si on ne peut pas le supprimer, on va l'évaluer, donc le chiffrer, pour pouvoir après essayer de le combattre à la source. On va après essayer de voir, d'adapter le travail à l'homme et non l'inverse. Il faudra également tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les outils qu'on utilise qui peuvent être bruyants évoluent et peuvent devenir moins bruyants. Donc, toujours se renseigner sur les notices, notamment des appareils portatifs, où la mention du niveau acoustique, de pression acoustique est mentionnée obligatoirement. Il va falloir planifier la prévention. On va essayer de remplacer ce qui est dangereux, notamment là, on va parler pour les risques chimiques, notamment tous les produits chimiques. On va essayer d'en les remplacer de façon à voir si on peut trouver des produits moins dangereux. Il va falloir prendre des mesures de protection collective et également donner une information appropriée aux salariés. Alors, une fois qu'on a énoncé donc, les principes généraux de prévention, on va se focaliser et revenir sur notre sujet qui est le bruit. Donc, le bruit, comment ça se passe? On a une source de bruit qui émet donc, du bruit, qui est propagé dans le milieu de travail et qui est reçu par l'oreille humaine. Donc, on va voir qu'on va pouvoir agir à différents niveaux. Le premier niveau, ça va essayer de supprimer la source de bruit. Alors, par exemple, on va essayer de supprimer les soufflettes. Alors, c'est pas toujours évident dans les process de travail de supprimer les soufflettes, mais des fois, souvent, on peut aspirer plutôt que de souffler. On va essayer également de déplacer les sources de bruit à l'extérieur. Je prends par exemple les compresseurs justement de tout ce qui est air comprimé qu'on retrouve encore dans les ateliers et dans les locaux de travail, alors qu'on peut les mettre à l'extérieur. Mais on peut également travailler sur une modification de process pour éliminer les sources de bruit potentielles. Le deuxième point, c'est que si on ne peut pas supprimer la source de bruit, on peut essayer au moins d'en diminuer son émission. Donc, on va parler de soufflettes, alors dites silencieuses, et j'insiste bien sur le dites silencieuses. Ce sont des soufflettes qui sont conçues de façon à émettre moins de bruit, mais elles en émettent quand même. Si on a des machines qui ne sont pas installées sur des plots anti-vibration, il va falloir le faire. On peut aussi, quand on a des réseaux de ventilation, se pencher sur l'installation de silencieux qui permettront justement de supprimer ce bruit dans ces réseaux de ventilation, tout au moins de les diminuer drastiquement. Il faut penser à la maintenance technique. C'est quand même un point qui est souvent négligé, dans le sens où on attend que la machine tombe en panne pour intervenir dessus. C'est quand même mieux quand on peut faire de la maintenance préventive. Notamment, je pense aux machines-outils qui utilisent des roulements. Et puis, quand on doit changer son outillage ou quand on doit acheter un nouvel outillage, consulter les notices pour choisir celle qui aura une émission sonore la plus faible possible. Autre moyen de travailler sur la prévention du bruit, c'est de diminuer la propagation du bruit dans le milieu de travail. Alors, ça va être des capotages qu'on peut installer sur les machines. Ça peut être des écrans acoustiques. Ça peut être la mise en place de traitements acoustiques des parois. Alors, quand on parle de parois, on parle de sol, de mur, de plafond. Mais également l'installation de baffles acoustiques. Vous retrouvez sur la droite des illustrations d'installation justement de capotage, d'écran acoustique ou de traitement des parois.
Et enfin, autre moyen de prévention du bruit, c'est d'agir sur la réception, donc c'est empêcher que l'émission arrive jusqu'à l'oreille. Donc pour cela, on peut utiliser la commande à distance, c'est-à-dire mettre en place des cabines de commande isolées quand le travail n'est pas nécessairement sur l'outil. C'est le cas, par exemple, dans les centrales à béton. Et en dernier recours, et quand on a épuisé toutes les autres solutions, il faudra mettre en place des protections individuelles contre le bruit, comme les casques, les bouchons, les arceaux. Alors, on attire sur votre attention sur les bouchons en mousse. Vous savez, ce sont les bouchons qu'on écrase et qu'on introduit dans le conduit de l'oreille. Ils sont fortement déconseillés pour du port régulier parce qu'ils perdent leur efficacité du fait qu'ils sont très souvent mal portés. Donc, privilégiez plutôt toutes les autres solutions. Bien entendu, cette solution, la solution de l'EPI, du protecteur individuel contre le bruit, nous vous conseillons fortement de laisser le choix à vos salariés de la protection à laquelle qui vont porter. Alors, il existe aussi un moyen de prévention, pas toujours facile à mettre en œuvre parce qu'il nécessite quand même d'avoir du personnel polyvalent, c'est-à-dire du personnel qui va pouvoir travailler sur plusieurs postes. C'est qu'on peut limiter le temps d'exposition au bruit. On va voir plus tard avec Fabrice que la réglementation, le premier niveau de seuil réglementaire est à 80 décibels, donc qui est valable pour une exposition de 8 heures. Si on a une exposition dans un atelier à 83 décibels en moyenne, on pourrait par exemple limiter le temps d'exposition au bruit à 4 heures ou en deçà de 4 heures, de façon à être dans les valeurs réglementaires. Et puis, un autre moyen de prévention, c'est agir aussi sur les comportements. On peut ne pas faire de bruit dans certaines activités. Alors, on peut agir sur les comportements en mettant en place des indicateurs de bruit. Ça marche très bien dans les cantines scolaires. À partir du moment où c'est accompagné, il y a un accompagnement pédagogique, hein, bien sûr. Donc, c'est un petit appareil ludique qui est réglé pour un certain niveau de bruit et qui va passer à l'orange dès lors que ce niveau est dépassé. Ça permet aux enfants de voir que le niveau est trop fort et que finalement, il faut peut-être un peu baisser le ton et parler moins fort de façon à se retrouver dans une ambiance plus sereine. On va aussi limiter la musique sur les lieux de travail. Mettre la musique, bah oui, c'est plus agréable, hein, on l'a vu tout à l'heure hein, dans la définition du bruit. On parle plutôt de son quand c'est agréable. Donc, on se retrouve régulièrement dans des ateliers avec des salariés qui mettent un poste de musique et qui mettent la musique et qui la mettent plus fort finalement que le bruit de l'activité dans l'atelier. Et là, on fait que rajouter du bruit au bruit. Et enfin, on va essayer de voir aussi d'éviter les chutes d'objets, les chocs inutiles. Donc, ça nécessite quand même une analyse un peu du travail. Alors, maintenant que je vous ai présenté de façon générale tous les moyens de prévention, on va passer à la réglementation. Et pour ce faire, je laisse la parole à Fabrice. Oui, merci Véronique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de la réglementation, il est important qu'on s'attache aux deux principaux paramètres sur lesquels est basée justement la réglementation et le code du travail. Le premier paramètre est le niveau d'exposition, ou LEXD, qui est le niveau individuel d'exposition journalière au bruit. En fait, ça représente la dose de bruit que peut percevoir un individu dans le cadre de son activité au cours de sa journée de travail, en tenant compte à la fois des périodes de forte exposition, mais aussi des périodes de plus faible exposition, et ce, sur une journée fixée pour 8 heures de travail dans le code du travail. On va le mesurer en décibels A, comme on l'a vu tout à l'heure, comme l'expliquait Véronique, donc en tenant compte de la pondération liée à l'oreille humaine, hein, de la physiologie de l'oreille humaine, pour pouvoir avoir les conséquences vraiment sur l'individu.
En parallèle de cette mesure de dose, cumulée sur une journée entière de travail, on va les comptabiliser, ce qu'on appelle les niveaux de pression acoustique de crête. On va vérifier qu'ils atteignent, enfin, on va surtout vérifier les valeurs maximales de ces valeurs de crête. C'est des valeurs qui sont significatives de bruits qui sont violents, qui sont impulsionnels et qui peuvent être aléatoires au cours de la journée. Et on va les mesurer en décibels C, donc sans pondération liée à la physiologie de l'oreille humaine, mais vraiment tels que ces bruits, tel que c'est émis au niveau de la source sonore. Bien entendu, si le nombre de dépassements de ces seuils maximales de crête sont importants, on considère qu'il y a un danger particulier. Donc voilà les deux paramètres essentiels sur lesquels s'appuie la réglementation. Cette réglementation va nous permettre, par rapport à ces deux paramètres, de nous donner un certain nombre de couples de valeurs qu'on appelle les valeurs déclenchant l'action. On a les valeurs inférieures déclenchant l'action. Ces valeurs inférieures déclenchant l'action sont fixées à 80 décibels A pour 8 heures de travail concernant le LUISD, ou alors un niveau de pression acoustique de crête maximale à ne pas dépasser de 135 décibels C. En dessous de ce couple de valeurs-là, on considère que le risque est modéré. On encourage quand même à poursuivre l'évaluation des risques, notamment s'il y a un changement organisationnel ou si, par exemple, on ajoute des machines dans un atelier, donc de pouvoir refaire cette évaluation et vérifier que l'on n'a pas créé un risque de bruit qui n'existait pas avant. Et éventuellement, on peut travailler aussi sur le confort de travail des salariés en mettant à leur disposition des protecteurs individuels, même si le risque de surdité n'est pas avéré. Quand on atteint les valeurs inférieures déclenchant l'action, il faut en plus mettre à disposition des salariés des protecteurs individuels contre le bruit, le PICB, informer bien sûr et former les salariés à les utiliser correctement, et notamment à bien les stocker. Et puis éventuellement, avec l'avis du médecin du travail, on peut éventuellement proposer de faire des examens audiométriques au moment de la visite médicale pour aller vérifier la présence ou non d'un début de fatigue auditive. Le deuxième couple de valeurs sont les valeurs supérieures déclenchant l'action, sont fixées à 85 décibels A pour 8 heures de travail concernant le LEXD, ou alors un seuil de crête à ne pas dépasser fixé à 137 décibels C. Dans ce cas-là, il faut prioritairement mettre en place des mesures collectives pour réduire l'exposition au bruit des salariés. Il faut mettre à disposition des protecteurs individuels contre le bruit, mais il faut aussi veiller à ce qu'ils soient portés correctement. On doit signaler, bien sûr, les zones bruyantes dans l'environnement de travail. Et après avis du médecin du travail, une nouvelle fois, on doit classer les salariés concernés en suivi individuel renforcé. Et quand c'est le cas, les tests audiométriques deviennent systématiques. Enfin, on a un dernier couple de valeurs qui sont les limites à ne jamais dépasser et qui sont fixées à 87 décibels A pour 8 heures de travail, ou alors un seuil de crête LPC fixé à 140 décibels C. Ce qui est important de préciser, c'est que c'est en tenant compte du port des protecteurs individuels. Donc, ce sont quand même des valeurs très, très élevées quand on les atteint derrière la protection auditive. Elles existent, par exemple dans le BTP, on peut les rencontrer. Bon, bien entendu, quand on est exposé à ce type de seuil-là, il est important de prendre des mesures immédiates pour réduire l'exposition au bruit des salariés et surtout identifier les causes de cette exposition pour pouvoir les éliminer. Alors, comment on s'y prend pour pouvoir faire cette évaluation? On utilise essentiellement la norme ISO 9612 de mai 2009, qui est basée sur le principe de la dosimétrie. Alors, la dosimétrie, c'est quoi? Ce sont des appareils que l'on va fixer sur le salarié. Généralement, on va les attacher au niveau de la ceinture, avec un micro au niveau du col ou au niveau des épaules du salarié, qui va enregistrer exactement ce que l'opérateur entend en fonction de son activité, de ses déplacements et de son exposition réelle en fonction des sources dans la journée. On va enregistrer à la fois les moments où il va être fortement exposé, mais également les moments où il le sera moins. L'idée étant d'avoir cette dose de bruit cumulée sur une journée que l'on va pouvoir comparer avec les valeurs réglementaires. Alors la norme, elle donne trois approches pour pouvoir faire ces enregistrements-là. Soit une approche dite systématique, c'est-à-dire qu'on va faire des enregistrements sur l'ensemble des salariés qui sont concernés par une problématique d'exposition et sur une période représentative. Ou alors, on va pouvoir procéder par échantillonnage en créant ce qu'on appelle des GEH, des groupes d'exposition homogènes. Et on va avoir soit des opérateurs qui ont la même activité, qui sont soumis au bruit de la même façon et sur lesquels on va faire des échantillons d'enregistrement sonore, ou alors des enregistrements par tâches quand les tâches sont clairement définies au cours de la journée de travail. Les LEXD, donc les valeurs d'exposition sonore quotidien au bruit dont les références réglementaires sont fixées, seront calculées à partir des résultats de ces enregistrements que l'on va pondérer par la durée réelle de la journée de travail, qui n'est pas forcément de 8 heures, ou alors par la durée de chacune des tâches en fonction de l'approche qui aura été retenue dans le protocole de mesure. En parallèle des dosimétries,
qui sont faites. On va pouvoir faire aussi des mesures d'ambiance au sonomètre intégrateur, donc un petit appareil placé sur le trépied, qui va nous permettre de compléter les résultats obtenus par ces dosimétries par des mesures ponctuelles qui restent quand même des intégrations, donc ça reste quand même des enregistrements de plus courte durée, pour pouvoir faire par exemple soit des cartographies sonores au sein d'un atelier et de bien identifier quelles sont les zones les plus bruyantes et moins bruyantes et adapter par exemple l'affichage de prévention, ou alors de mesurer le bruit émis par une source, quand on veut par la suite faire une préconisation spécifique en termes de solutions de prévention. Ça peut être aussi, par exemple, pour mettre en évidence l'exposition liée à la coactivité. Parfois, on a une activité qui est bruyante, le salarié concerné va se protéger ou va prendre des mesures, mais par contre, celui qui est placé à 2 ou 3 mètres de distance ne va pas forcément prendre en compte ce risque-là. Donc, le fait de faire des mesures comme ça au sein de l'intégrateur à distance va permettre de mettre en évidence ces problématiques d'exposition par rapport à la coactivité. Et enfin, on peut aussi faire des analyses en fréquence, c'est-à-dire de mesurer de manière plus précise le bruit auquel sont soumis les salariés pour pouvoir, par exemple, après, appliquer et proposer des matériaux vraiment adaptés au type de bruit quand on va pouvoir travailler sur un encofrage ou sur le traitement du champ réverbéré au sein de l'atelier. Alors, la méthodologie globale, quel que soit le service de travail, on a à peu près la même approche, c'est-à-dire que vous, chef d'entreprise ou responsable, en lien avec le médecin du travail, vous allez identifier une problématique qui va être soumise par le médecin du travail à la cellule technique qui existe dans la plupart de nos services de santé au travail. À partir de là, on va fixer ce qu'on appelle, nous, la prévisite, qui est un élément, qui est l'élément central de l'intervention, car c'est à partir de là qu'on va commencer les observations, qu'on va commencer à analyser l'activité. C'est à partir de là qu'on va prendre en compte les attentes de chacun. Et à partir de tous ces éléments-là, on va construire ensemble un protocole d'étude qui sera donc mis en place par la suite. Donc, ces étapes suivantes, elles peuvent se faire en plusieurs jours, en plusieurs phases, en tenant compte de l'ensemble des paramètres relevés au moment de l'analyse de l'activité. On va pouvoir faire l'ensemble des mesurages qui seront intéressants pour pouvoir apprécier le niveau d'exposition. À l'issue de ce travail-là, on réalise un rapport, le rapport est soumis au médecin du travail qui va nous le valider et on décide tous ensemble du mode de restitution, donc soit individuellement au responsable de l'entreprise, soit au cours de la CSE quand il existe, pour pouvoir partager et échanger sur la suite à donner à l'étude qui est faite. Alors justement, je vais donner la parole à Thomas qui va vous donner un exemple d'une action qu'il a menée lui dans son secteur géographique. Alors, je vais donc vous présenter une étude de bruit qui a été réalisée dans un milieu industriel. Ça va être un petit peu une mise en application de tout ce qui vous a été présenté pour le moment. Donc, cette étude, elle a eu lieu dans une entreprise un peu emblématique d'Aix-en-Provence, puisqu'il fabrique des calissons. C'est la confiserie du Roi René. Donc, l'effectif est d'à peu près 100 salariés et l'entreprise avait demandé à son médecin du travail si on pouvait procéder à des mesures de bruit dans un atelier en particulier, ce qui est un atelier de découpe et de conditionnement du nougat, dans lequel était utilisée notamment une machine un petit peu particulière qu'on verra après. Alors, cette intervention, elle s'est déroulée de la manière dont a présenté Fabrice tout de suite, c'est-à-dire avec une prévisite en préambule. Et cette prévisite, on a essayé de fixer les objectifs de l'intervention. Donc, les objectifs qui ont été fixés avec l'entreprise, c'est d'évaluer par la mesure les risques auditifs liés au bruit dans l'atelier nougat et déterminer si les salariés de l'atelier nougat doivent porter des protecteurs auditifs en se basant sur les valeurs du LEXD que vous a présenté Fabrice tout à l'heure. Donc, sur cette diapo, on a un aperçu un petit peu de l'atelier en question. Donc, c'est un atelier qui comportait 2 lignes de conditionnement que vous voyez là sur le schéma sur la gauche. Une ligne qui s'appelait Panda et une autre qui s'appelait TLM. Donc, sur ces lignes, on récupère des barres de nougat assez grosses qui sont fabriquées dans l'atelier d'à côté et on va les découper en morceaux plus ou moins grands et on va les emballer. Donc, du nougat, il y a du nougat noir, il y a du nougat blanc, j'ai eu l'occasion de goûter, il est très bon. Donc, sur ces 2 lignes, voilà l'activité, un petit peu plus en détail. Mais les conditions d'exposition, donc les salariés, la durée d'exposition était comprise entre 7h30 et 8h. Ils ont à leur disposition des équipements de protection individuelle et il y avait une gêne qui avait été exprimée par quelques salariés lorsque la trancheuse à l'illustration fonctionne, mais d'autres salariés ne percevaient aucun bruit. Ça posait question et on a été sollicité pour essayer de répondre un petit peu à tout ça.
Alors, les sources de bruit qui avaient été identifiées dans l'atelier, donc au moment de l'après-visite notamment, c'était donc la fameuse trancheuse à ultrasons. Sur la photo en haut à droite, là, que vous pouvez voir, c'est la découpe sur une autre ligne. Cette découpe, elle avait lieu avec, elle était faite avec une sorte de scie circulaire. Donc, tout ça, ça constitue des phases bruyantes des sources de bruit importants dans l'atelier. On avait aussi des phases de nettoyage des machines avec des soufflettes, donc avec de l'air comprimé pour nettoyer un petit peu les machines entre deux productions. Et sur une des lignes, on avait un petit poussoir pneumatique qu'on peut voir sur la photo, dont le rôle était d'espacer les dominos de nougat avant qu'ils soient emballés. Et on avait un point de contact métallique entre les deux parties du poussoir qui fait une sorte de clac, 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 clac permanent et qui était générateur de beaucoup de bruit. Donc, les mesures qui ont été réalisées, donc Fabrice en parlait tout à l'heure, on a réalisé des mesures par dosimétrie en posant sur les salariés des micros qui vont enregistrer leur niveau d'exposition. On a procédé avec la méthodologie par GEH, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va prendre des échantillons sonores sur chacun des salariés et ensuite calculer leur niveau d'exposition. Donc, vous avez dans le tableau là le nombre de mesures qui ont été faites et leur durée. Et en parallèle, des mesures ponctuelles ont été réalisées par sonométrie, donc sur les deux lignes à proximité des phases bruyantes ou des machines qu'on avait identifiées pendant la prévisite. Et avec cette question en arrière-plan de la problématique de la trancheuse à ultrasons, qui, lorsqu'on a fait des sonométries, donnait des résultats un peu bizarres. Mais on va voir pourquoi un petit peu plus loin. Alors, cette trancheuse à ultrasons, donc, à quoi elle servait? Alors, donc c'est une trancheuse, hein, comme son nom l'indique. L'idée, c'est que il y a une lame qui va entrer en contact avec le nougat, et cette lame va vibrer à une fréquence de 20 000 Hz. Et ça permet de découper le nougat de manière, enfin, sans l'émietter, si vous voulez. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de couper du nougat ou quelque chose comme ça avec un couteau, et on se rend compte que ça fait plein de miettes. Donc là, c'était la problématique. Et au niveau bruit, on avait certaines personnes qui percevaient le bruit émis par cette trancheuse et d'autres non. Alors tout à l'heure, Véronique nous a parlé des fréquences et nous a dit que l'être humain entend entre 20 et 20 000 Hz. Et là, comme je viens de vous le dire, la fréquence de fonctionnement de notre trancheuse, c'est 20 000 Hz. Donc on est à la limite du spectre auditif. Et donc on devrait pouvoir l'entendre, sauf que tout le monde ne l'entend pas. Les premières mesures qui ont été faites auprès de cette trancheuse avec l'appareillage qu'on utilise habituellement, que vous avez vu en photo tout à l'heure, nous donnaient des résultats un peu inhabituels. Et on a voulu creuser un petit peu plus. On s'est posé la question de pourquoi est-ce qu'on avait ces résultats inhabituels. Et pour répondre à cette question, on a sollicité l'expertise de l'INRS, l'INRS que vous connaissez certainement, qui est l'Institut national de recherche et sécurité. Et donc, il y a un acousticien professionnel qui est venu, qui s'est déplacé pour essayer de voir ce qu'il en était au niveau de cette machine. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, les ultrasons, donc, comme on le disait tout à l'heure, les ultrasons, c'est la limite du spectre auditif, c'est au-delà de 20 000 Hz. C'est à partir de 20 000 Hz, c'est-à-dire que c'est un ultrason. C'est pas perçu normalement par l'être humain, à part chez les plus jeunes travailleurs. Vous savez que l'oreille, elle s'abîme au fur et à mesure qu'elle s'abîme plus vite si on est exposé à des bruits, mais avec l'âge, elle s'abîme naturellement. Et on perd cette perception des fréquences aiguës petit à petit. Alors au niveau des ultrasons, les effets sur la santé, ça va être surtout des sensations de gêne qui peuvent se transformer en fatigue, en nausée, en maux de tête. Les effets sur l'audition, ils vont apparaître à partir de niveaux sonores assez importants, à partir de 120 décibels sur des fréquences supérieures à 20 kHz ou au-dessus de 140 décibels. On va pouvoir retrouver des effets permanents. Et au-dessus de 145 décibels, donc quand même qui sont des niveaux qu'on n'atteint pas souvent, hein, ça va pouvoir induire un échauffement des tissus biologiques. Donc voilà pour les effets sur la santé de nos ultrasons. Et voilà un petit peu le résultat des mesures qui ont été faites. Alors vous avez sur le tableau au-dessus
les résultats faits par dosimétrie avec les échantillonnages sur les salariés, on s'aperçoit qu'on est au-delà de la valeur supérieure déclenchant l'action, qui est fixée à 85 décibels. Les mesures qui ont été faites après par sonométrie à proximité donc des sources de bruit, comme je disais tout à l'heure. Là, vous avez un exemple avec le bouton poussoir dont j'ai parlé. Et sur le graphique que vous voyez ici, le diagramme va nous représenter en fait le spectre de ce bruit, c'est-à-dire les fréquences qu'il compose et leur niveau, leur niveau en décibels. Et on s'aperçoit donc sur ce diagramme qu'on on atteint la zone de présomption de risque qui est symbolisée par la courbe bleue. Donc, vous voyez que plus on avance dans les fréquences, plus cette courbe descend, ce qui symbolise en fait le fait que les fréquences aiguës vont être plus nocives, vont atteindre en premier vont abîmer en premier notre oreille et les cellules ciliées qui assurent ce rôle. Donc, en parallèle avec la trancheuse à ultrasons, pour essayer de comprendre pourquoi on avait ces effets-là, on a donc fait venir l'acousticien de l'INRS. On voit sur la photo l'appareillage de l'INRS, on l'aperçoit, on le devine, et le sonomètre que j'avais utilisé moi. Et si on peut mettre la suite, voilà. Donc vous avez le tableau en bas qui donne les résultats de ces sonométries, donc des mesures prises par l'INRS et des mesures que j'avais prises moi avec le sonomètre. Alors on s'aperçoit qu'il y a un écart assez important entre les mesures et tout simplement parce que le sonomètre qu'on utilise classiquement donc dans notre service, mais dans d'autres services aussi, s'arrête de mesurer à peu près 16 000 Hz. Donc tout ce qui est au-dessus de 16 000 Hz, il ne le perçoit pas. Et comme vous pouvez le voir sur le diagramme sur la droite, on a une bande de fréquence qui est entourée en rouge, là, qui représente la fréquence 20 000 Hz, et qui est très importante. Donc le niveau atteint 105 décibels sur cette fréquence-là. Et si on prend en compte cette fréquence, le niveau global est bien plus élevé. Donc voilà ce qui explique cette différence. Alors, on a donc, comme à chaque fois, enfin quand on fait des études de bruit dans les entreprises, notre rôle, c'est de vous apporter du conseil, de vous apporter d'identifier les problèmes et de proposer des solutions. Donc là, on a proposé un certain nombre de solutions techniques. L'idée étant de réduire le bruit à la source. C'est ce que présentait tout à l'heure Véronique au niveau des moyens de prévention. Donc on a préconisé d'améliorer le capotage de la trancheuse à ultrasons en supprimant les fuites et en traitant les ouvertures. En fait, sur la machine qu'on a aperçue tout à l'heure, il y avait des plaques de plexiglas qui la composent, et les quelques interstices entre ces plaques peuvent laisser échapper un petit peu les ultrasons. Sur l'autre ligne, la ligne TLM, au niveau du bouton poussoir là, dont on a parlé tout à l'heure, alors une préconisation qui paraît assez simple à mettre en place et qui a d'ailleurs été mise en place, c'est de mettre un patin en caoutchouc, quelque chose pour amortir un peu ce choc métallique. Et on réussit à supprimer cette nuisance assez facilement. Au niveau des soufflettes, on a préconisé d'utiliser des soufflettes qui ont des buses plus silencieuses, Véronique en a parlé tout à l'heure. Et on a vérifié aussi l'efficacité des EPI qui étaient à disposition des salariés pour constater que ces EPI étaient bien efficaces. Alors, donc, il y a les solutions techniques, il y a aussi les solutions organisationnelles auxquelles on pense pas forcément en première intention. Donc, on en a parlé tout à l'heure aussi, limiter le temps d'exposition, pour favoriser les rotations aux postes les plus bruyants. Et enfin, sensibiliser les salariés au risque bruit et au port de protection auditif. Donc, j'ai réalisé des sessions de sensibilisation du personnel de cet atelier en leur présentant les résultats des mesures qui avaient été réalisées auprès d'eux et en leur expliquant un petit peu, en rappelant l'importance de porter les protecteurs auditifs. Donc voilà, vous avez là un petit exemple de mise en application au niveau industriel. Et je vais maintenant redonner la parole à Fabrice, qui va vous présenter une étude faite dans un open space. Oui, merci Thomas. Oui, je vais vous parler de la gêne acoustique d'une manière générale.
en faisant un petit focus sur tout ce qui est lié au bureau ouvert ou open space. Bon, à savoir que c'est ce que vous allez voir là, ce qui va dérouler par la suite, peut s'appliquer aussi dans d'autres activités qui ne sont pas forcément soumises à des seuils très élevés, mais pour lesquels on peut avoir besoin de concentration, par exemple dans des laboratoires. Mais là, pour le coup, on va vraiment se concentrer sur les open space ou bureaux partagés ou bureaux ouverts qui sont de plus en plus fréquents et pour lesquels la problématique bruit est souvent exprimée. Elle s'exprime, comme on l'a dit, par une fatigue auditive. On est largement sous les seuils réglementaires et puis il faut savoir qu'au niveau du code du travail, rien n'est prévu dans le cadre de ces activités-là. On est vraiment sur les outils normatifs et sur des méthodes pour pouvoir apprécier ce niveau de gêne. Ce niveau de gêne, cette fatigue auditive, elle se traduit surtout par une sollicitation permanente du système auditif auquel peuvent se rajouter des phénomènes comme par exemple le phénomène d'effet lombard. C'est quoi l'effet lombard? C'est quand on travaille dans un environnement bruyant, je vais avoir tendance à avoir une adaptation inconsciente en faisant un effort vocal pour pouvoir me faire comprendre et me faire entendre. Donc, si moi j'élève la voix pour me faire comprendre et me faire entendre, le collègue qui est à côté de moi va en faire autant pour se rendre lui-même intelligible et ainsi de suite. On considère que quand le niveau sonore ambiant augmente d'1 décibel dans un espace de travail partagé, on peut lui rajouter un demi-décibel chaque fois du fait de ce phénomène-là. Donc tout ceci entraîne pas mal de conséquences qu'on a déjà vues tout à l'heure, mais donc, pour les rappeler rapidement, c'est de la gêne, c'est des difficultés à se concentrer, c'est de la fatigue, c'est des risques d'erreur qui peuvent se produire si je ne peux pas me concentrer comme il faut, et puis c'est aussi générateur de tension entre les collaborateurs qui peut aller jusqu'à des conséquences RPS plus ou moins identifiées. Alors l'enjeu c'est quoi? C'est d'arriver à faire cohabiter deux activités que l'on peut considérer comme acoustiquement contradictoires, c'est-à-dire avoir facilité de communication orale quand on en a besoin, tout en permettant en même temps la concentration individuelle. Alors, comment évaluer la gêne? Quelles sont les solutions pour la réduire? C'est ce que je vais essayer de vous présenter là rapidement. Alors, pour évaluer la gêne acoustique, la première chose que l'on peut faire, c'est de s'attacher sur le niveau sonore ambiant. Il existe un grand nombre de normes de type ergonomique qui ont essayé de réfléchir et faire des propositions là-dessus. Globalement, les normes françaises et les normes internationales en ergonomie tournent autour d'une valeur de référence qui nous sert de pilier, qui est de 55 décibels A pour une journée entière de travail. C'est l'une des bases que l'on va pouvoir utiliser en termes d'évaluation du confort acoustique. L'INRS considère, par exemple, qu'un bruit devient gênant à partir de l'atteinte de 60 décibels A, même ponctuellement, notamment quand la tâche devient complexe. Donc, c'est deux paramètres liés au niveau sonore ambiant qui vont nous permettre, nous, d'évaluer une situation de travail. En parallèle de cela, sur ces mêmes mesures-là de niveau sonore ambiant global, on va pouvoir faire aussi des mesures par bande de fréquence et répercuter ces bandes de fréquence, répercuter ces mesures-là sur des outils qui sont des ABAC. Alors, il y en a deux principalement, le diagramme de Wissner et les courbes isophoniques avec l'appréciation de Beranek. Donc, en mesurant le bruit par bande de fréquence, on va répercuter les bandes de fréquence sur ces outils-là et on va apprécier le niveau de gêne qui peut être perçu par un individu en fonction des fréquences dominantes du bruit auquel il est soumis. Alors, je vais vous montrer juste après un exemple. Donc là, en l'occurrence, c'est le diagramme de Wissner. Vous voyez comment ça se présente. On va avoir donc des mesures entre 125 et 4000 Hz, donc pas forcément sur l'ensemble du spectre de l'audition. On va faire les mesures par bande de fréquence, les répercuter sur cet outil, et vous voyez que vous avez 4 zones qui sont définies, et ces 4 zones essayent de mettre en place des zones de gêne, pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de réaliser des travaux intellectuels complexes, ou encore même un risque d'atteinte au niveau auditif. Donc ça permet, si vous voulez, d'apprécier de manière la plus objective possible quelque chose qui, à la base, est relativement subjectif. Et puis, on a une norme qui est la norme ISO 22951 qui date d'octobre 2021, donc qui est assez récente. Bon, en réalité, c'est déjà une révision d'une norme qui datait de 2016, qui a été reprise et uniformisée au niveau européen, et qui permet en fait d'apprécier le niveau de gêne dans des espaces de travail partagés en tenant compte spécifiquement de l'activité qui est déroulée. Et ça, c'est vraiment très intéressant, à la fois le fait qu'on ait une norme vraiment dédiée aux open space, et à la fois le fait qu'on prenne en considération vraiment l'activité qui est faite. Pour cela, elle va s'attacher à définir 6 types d'espaces de travail partagés. On va distinguer les centres d'appel où les communications téléphoniques sont prioritaires au niveau de l'activité. On va définir ce qu'on appelle les espaces 3, les espaces collaboratifs. Par opposition, les espaces qui, eux, sont faiblement collaboratifs. Et puis, on va avoir les espaces de travail où l'une des composantes essentielles va être l'accueil du public et donc source de bruit supplémentaire.
Pour chacune de ces types d'espaces de bureaux ouverts, on va avoir un certain nombre de recommandations, à la fois dès la conception, sur la réalisation, sur l'organisation et l'aménagement des espaces de travail, mais aussi sur des caractéristiques précises, techniques, acoustiques, à la fois sur le niveau sonore ambiant, vous les voyez indiqués en vert sur le tableau, mais aussi sur tout ce qui va être réverbération du bruit dans l'espace de travail partagé, pour pouvoir adapter les solutions de prévention. Et on va s'y attacher à la fois au niveau du poste de travail, mais aussi entre deux postes voisins ou encore entre deux zones voisines dans un espace ouvert. On a aussi, pour terminer, deux types d'espaces qui sont les espaces 1 et 6, qui sont des espaces particuliers. L'espace 1, c'est un local dont l'utilisation n'est pas encore définie, hein, ça va être le local brut, où là on va être vraiment en conception. Et puis le type d'espace 6 qui est l'inverse, c'est-à-dire un espace unique dans lequel on va avoir le mélange de plusieurs des autres espaces de travail que vous voyez donc sur ce tableau-là, où là on va plutôt travailler sur l'espacement de ces zones-là de travail, et on va avoir des références de bruit à adapter en fonction des postes identifiés. La norme, elle est très complète, elle est très intéressante, et au-delà de ces critères-là acoustiques et techniques qui vont nous permettre, notamment à la conception ou à une utilisation adéquate, elle va nous donner un certain nombre d'informations complémentaires, à la fois par exemple sur l'aménagement acoustique des espaces, sur les aspects de dimension, sur les traitements acoustiques, sur la géométrie de l'espace ou encore l'accessibilité PMR, mais elle va aussi nous donner des informations sur les espaces supports qu'il faut mettre en place, comme des bureaux privés, comme les salles de réunion qui sont très très importantes là aussi pour éviter que la gêne au sein de l'open space. Elle va nous donner aussi des informations techniques très précises et pour les critères de choix concernant tout ce qui est ameublement, sur les cloisons et les cloisonnettes et leur efficacité, ou encore les écrans suspendus qui peuvent contribuer à limiter la réverbération du bruit. Dans cette norme-là, on va avoir également en annexe un questionnaire qui va nous permettre d'évaluer la perception des collaborateurs dans un espace de travail partagé. Donc, il s'agit du questionnaire Gabo qui a été développé par l'INRS, qui prend environ 15 minutes pour être réalisé. Et donc, ça peut venir en complément des mesures techniques, des mesures de bruit qu'on va pouvoir faire au sein de l'espace de travail. Et elle contient aussi quelque chose de très intéressant, un modèle de charte de convivialité qui peut être mis en place au sein de l'espace pour pouvoir réduire tant que possible la gêne entre les différents salariés. Alors, en pratique, comment ça se passe? On est sur le même schéma que tout à l'heure concernant les mesures dans le secteur industriel, sauf que là, au moment de l'analyse de l'activité, le moment essentiel, on va essayer de repérer, déterminer des points de mesurage importants au niveau des open space en fonction de l'activité qui s'y déroule ou des activités qui s'y déroulent, et puis on va essayer de définir aussi les périodes les plus représentatives pour aller faire les mesures. À partir de là, on va faire soit des mesures longue durée. Donc la norme NF ISO 22955 recommande de faire des mesures sur minimum 4 heures d'enregistrement sur des postes inoccupés et en veillant à ce qu'on ait au moins 80% de présence dans l'espace considéré. En parallèle de ça, sur d'autres points de mesure, on va faire des mesures d'ambiance sur des postes occupés et on va pouvoir comparer les valeurs obtenues avec les fameuses valeurs bornes citées tout à l'heure, à savoir les 55 dBA sur une journée entière de travail ou encore, si on dépasse ou non, les 60 dBA ponctuellement, comme le recommande l'INRS. Sur certains de ces points-là, on va pouvoir en plus compléter avec une analyse en fréquence pour pouvoir utiliser les deux ABAC, diagramme de Wissner ou courbe isophonique de Beranek, afin d'apprécier un peu ce niveau de gêne et en complément des mesures d'ambiance. Dans le même temps, on va pouvoir décider, là encore, avec le médecin du travail et avec l'entreprise concernée, de réaliser en parallèle un questionnaire pour l'appréciation des conditions de travail liées à la problématique bruit. Alors, ça peut être Gabo, hein, peut-être qu'il est défini dans la norme 22955, mais moi, il m'arrive régulièrement aussi de monter des petits questionnaires très courts en collaboration avec le médecin du travail et l'entreprise, que l'on va diffuser de manière totalement anonyme. Les résultats sont totalement anonymisés. On va dire que c'est plutôt une tendance qu'on va essayer de mettre en évidence au sein de notre rapport en complément des mesures techniques et des mesures au sonomètre. Alors, les solutions pour réduire la gêne, elles sont nombreuses. Et surtout, ce qui est important de faire, c'est de mettre en place des solutions qui sont là encore en adéquation avec la nature de l'activité qui est réalisée. La première des solutions va être d'isoler les services entre eux quand ils se polluent mutuellement, quand c'est possible. Hein, notamment quand il n'y a pas de nécessité d'échange entre ces services-là. Alors, on peut le faire physiquement quand on en a la place,
mais on peut le faire aussi avec la mise en place de panneaux, par exemple, ou qui vont permettre d'isoler au sein même d'un espace de service entre eux. On peut aussi optimiser l'isolation des postes entre eux au sein même d'un espace partagé, hein, par l'utilisation de cloisons, de cloisonnettes, avec des coefficients d'absorption adaptés qui vont permettre, là encore, d'absorber le bruit émis dans un espace réverbérant. On va pouvoir aussi travailler sur l'acoustique même du local en traitant plafond, mur et sol. Là encore, le but étant d'augmenter tant que possible les surfaces d'absorption dans le local partagé et éviter cette réverbération. Comme vous pouvez le voir sur les images de cette diapo, on peut aussi, ce qui est intéressant, il faut le dire, lier le caractère esthétique aux solutions techniques pour qu'elles soient beaucoup plus adaptables et acceptables au sein d'une structure. On peut travailler aussi sur la mise en place, on en a parlé tout à l'heure rapidement, la mise en place de salles de réunion. C'est très important de pouvoir avoir des petites salles, voire même des échanges, même des très petites salles pour 2 personnes, pour pouvoir faire des échanges ponctuels sans déranger les personnes qui travaillent dans l'espace partagé. Voire même pour favoriser soit des communications téléphoniques, alors qu'elles soient même d'ailleurs professionnelles ou personnelles, et ça permet de proposer des solutions pour éviter d'augmenter le bruit ambiant, le niveau sonore ambiant dans l'espace partagé. La norme, par exemple, 22955 recommande de pouvoir proposer entre 1 et 3 salles privées dès lors que l'on a 15 postes de travail dans l'espace partagé. On vous recommande d'ailleurs de vous rapprocher, de récupérer le document INRS ED 6402 qui est très bien fait sur le sujet et qui développe l'ensemble des solutions qui peuvent être appliquées dans le tertiaire. Les autres solutions, c'est d'agir sur le comportement. Véronique en a parlé tout à l'heure, donc pour améliorer le confort tout sans aller à l'encontre de la convivialité qui peut être souhaitée. Parce que bon, à la base, quand on a fait le choix de l'espace partagé, l'espace ouvert, c'est aussi pour essayer d'avoir ce niveau de convivialité. Ça passe par exemple par l'utilisation des casques. Alors pas uniquement pour les communications avec la clientèle, mais aussi des fois utiliser le casque pour pouvoir échanger entre collaborateurs au sein d'une même équipe. Ça peut être une solution pour éviter de déranger les collègues qui sont juste à côté. C'est aussi la mise en place d'un code pour obtenir le silence assez rapidement. Donc ça peut être défini en amont quand un collaborateur a besoin de se concentrer. Et pour ça, on peut être aidé par les solutions, telles qu'on a parlé Véronique tout à l'heure, des solutions qui font de la mesure en continu du niveau sonore dans l'espace partagé, avec un code couleur qui va permettre de se rendre compte à chaque instant du niveau sonore atteint dans l'open space et d'essayer d'agir sur le comportement de chacun. On a des solutions aussi qui permettent d'être contrôlé par le salarié lui-même, soit par le biais d'une application téléphonique, soit par le biais du PC, pour pouvoir indiquer ponctuellement que j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin de silence autour de moi pour pouvoir effectuer une tâche ou tout simplement pour communiquer au téléphone. La charte de convivialité est très importante. Nous, on vous recommande que cette charte de convivialité, de vous servir de la base qui est donnée dans la norme, par exemple, mais aussi de la co-construire avec les salariés eux-mêmes et les élus du personnel quand ils existent. Et puis enfin, le dernier recours, ça reste la protection individuelle. Alors on insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment le dernier ultime recours quand on n'a pas la possibilité d'appliquer toutes les solutions que l'on vient d'évoquer et qu'on a quand même des personnes qui ont besoin parfois ponctuellement ou sur des périodes plus ou moins longues de devoir se concentrer. Eh bien, il reste cette solution-là, c'est-à-dire de mettre à leur disposition des protections auditives. Alors certains laboratoires, certains fabricants proposent des solutions qui sont vraiment adaptées au tertiaire. Par exemple, qui vont avoir une forme qui va permettre l'utilisation en parallèle d'un casque ou d'un téléphone. Mais là encore, on le répète, c'est vraiment quand toutes les autres solutions ont été évoquées et qu'elles peuvent pas être mises en application partout. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci à tous les intervenants pour cette présentation. On arrive au terme de ce webinaire. Donc, pour rappel, vous retrouverez le support qui vous a été présenté ainsi que le replay de ce webinaire d'ici quelques jours sur le site internet du réseau présence-pacacorse.org dans la rubrique ressources. Et j'en profite pour vous dire que dans cette rubrique, vous retrouverez aussi tous les webinaires qui sont proposés par le réseau, les supports et les replays. Allez, pour terminer, du coup, on en vient au temps dédié aux questions-réponses. Donc, on a prévu 15 minutes de questions-réponses. On va essayer de répondre à un maximum de vos questions. Donc là, n'hésitez pas à les poser via l'onglet QR qui est disponible en haut ou en bas de votre écran. Alors là, je vois qu'il y a déjà une question qui est posée. J'ai vu qu'elle avait été posée dès le départ, dès la première diapo, je crois. Donc, une personne qui demande comment est calculé le coût d'une maladie professionnelle. Alors, je ne sais pas si un de nos intervenants souhaite répondre à cette question. Oui, je vais répondre, Agnès.
Donc, quand j'ai parlé du coût d'une surdité professionnelle qui est de 100 000 euros, dans ces 100 000 euros, il faut compter l'indemnisation du salarié, hein, puisque dès lors qu'il déclare une maladie professionnelle, il va toucher une rente ou un capital, il est indemnisé au titre de cette maladie professionnelle. Mais ça représente aussi le coût pour l'entreprise, puisque à partir du moment où elle a des déclarations de maladie professionnelle dans son entreprise, le taux AT-MP va augmenter. Donc, ça prend en compte, sur les 100 000 euros, il faut prendre aussi en compte ce coût. Très bien, merci Véronique. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Allez-y, vous avez encore un petit peu de temps pour poser vos questions. Après, peut-être c'est juste qu'on a été extrêmement clair dans notre présentation et que vous n'avez plus de questions à poser. Allez, je vous laisse encore quelques instants pour poser vos questions si vous le souhaitez. Bon, très bien. Mais écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions du coup. Donc, on va pouvoir clôturer le webinaire ici. Merci à tous pour votre participation. Ah, j'allais dire, au moment où je dis ça, évidemment, il y a une question. Alors, une question d'une dame qui demande si le bruit n'est pas dû à notre activité, mais une activité à proximité. Alors, je suppose que c'est comment pouvoir agir, si c'est peut-être une entreprise voisine qui est à l'origine du bruit. Je suppose que la question est dans ce sens-là. Je ne sais pas si quelqu'un veut y répondre. Oui, vas-y, Fabrice. Oui, oui, je peux répondre à ça. Moi, effectivement, on est sur des prérogatives qui sont différentes. Ça répond plus au code de l'environnement et un peu moins au code du travail. Donc, ce sont des mesures qui sont faites généralement en limite de copropriété. Honnêtement, nous, dans les services de travail, on n'intervient pas forcément sur ces problématiques-là. Là, il est recommandé plutôt de faire du contrôle, de se rapprocher d'organismes de contrôle, voire même de la mairie, qui normalement a en charge ce type de problème de pollution entre entreprises voisines. Il faut tenir compte aussi du secteur dans lequel ces entreprises sont placées, car en fonction du secteur, il va y avoir des émergences qui vont être mesurées et qui ne doivent pas être dépassées en fonction de la proximité de centre-ville ou encore sur le fonctionnement de nuit ou de jour. Ok, J'aurais voulu, juste pour compléter oui, un petit peu la réponse de Fabrice, parce que bien sûr. le cas enfin, j'ai été confronté à ce cas-là il y a peu de temps. Alors, effectivement, on peut pas, enfin, les bruits en limite de propriété, etc., ça va plutôt relever de l'environnement, mais ce qui peut être fait, qui peut peut-être éventuellement servir, c'est des mesures sur le site de l'entreprise, comment dire, celle qui reçoit le bruit, pas celle qui l'émet, pour essayer de tenter de voir s'il y a une gêne qui peut être induite par ce bruit. Donc, c'est ce que j'ai été amené à faire il y a peu de temps, mais on n'aura pas forcément la main sur sur la source de bruit, évidemment. On va pouvoir peut-être caractériser un petit peu la gêne, la nuisance, mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin. Oui, notre rôle à nous va être plutôt essayer de trouver une entente entre deux entreprises voisines et essayer Voilà. de faciliter la communication et de clarifier une problématique. Mais par contre, pour ce qui est du contrôle réel et quand on est vraiment dans un conflit avéré, il faut se rapprocher d'organismes compétents en la matière. Ou de l'ADREAL, j'allais dire aussi, qui est Ou de la DREAL, effectivement, exactement. voilà, Tout à fait. Direction régionale de l'environnement qui pourra vous aider. Très bien, merci à tous pour cette réponse. Je- Du coup, il n'y a plus de questions, donc je vais pouvoir conclure. Moi, Donc, je merci. trouvais qu'il y avait, excuse-moi Agnès, je trouvais Oui, qu'il y avait bien une question sûr. qui a été posée, mais auquel Nathalie a très bien répondu dans nos échanges, mais qui pourrait peut-être être partagée. Je Oui, trouvais bien sûr. intéressant la question qui concernait, enfin, qui était de comment faire pour avoir des mesures concernant le bruit chez soi. Je trouve ça intéressant. Ce qui est important, c'est ça, c'est de se rapprocher de votre service de santé au travail, de se rapprocher de votre médecin du travail et qui, lui, pourra justement solliciter les compétences qu'il a à sa disposition pour pouvoir le faire. Donc, l'étape essentielle, c'est vraiment de se rapprocher de son médecin et pour pouvoir enclencher toute l'action possible. Donc, voilà, je tenais à le dire. Tu as Merci. bien fait, en effet, c'était intéressant de le partager à l'oral avec tous les participants qui restent. Très bien, parfait. Merci beaucoup à tous nos intervenants et merci à tous pour votre participation. Et Merci, bonne journée à tous. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à d'autres webinaires si vous le souhaitez, proposés par le réseau Présence. Et voilà, on va pouvoir conclure ici. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.